Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi 28 novembre. Nous allons essayer de nous mettre d'accord aujourd'hui autour d'Alex Darmon. Bonjour, journaliste politique. Bonjour. Vous dirigez une chaîne qui s'appelle Les Indécis, qu'on peut suivre sur YouTube, une chaîne de débat politique. Alexandra Spinner, conseillère régionale LR Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes communicante. Et Frédéric Fougera, bonjour. Vous êtes président de, comment dit-on, Tenkan Paris. Tenkan Paris, c'est une agence de communication et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Oui, c'est un métier, la com. Hein, la com, c'est un métier, oui. Et on va en reparler peut-être aujourd'hui. On va certainement en reparler avec le soutien d'Emmanuel Macron au Qatar. Est-ce que vous avez trouvé ces déclarations? On va y revenir habiles. On va parler du Congrès Europe Écologie Les Verts avec une Sandrine Rousseau qui n'est finalement pas si populaire chez les Verts. On va parler de cette loi contre les squatteurs. Vous l'avez entendu dans le rappel des titres à 9h. Une loi qui prévoit de durcir les pénalités, les sanctions contre les squatteurs. Et puis l'inflation, vous l'avez certainement remarqué, les prix des produits de Noël qui vont flamber, qui flambent déjà. C'était dans le Parisien de ce matin. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Bon, on va commencer avec vous, Frédéric Fougera. Ça parle de foot. C'est un coup de cœur qui pourrait se transformer en coup de gueule, mais effectivement, mon coup de cœur va vers les supporters du foot. En fait, toutes celles et tous ceux qui aiment le foot et qui regardent le foot et qui ne sont pas tombés dans le panneau du boycott et qui ne sont pas tombés dans le piège de la culpabilité. C'est pas parce qu'on est un supporter de foot qu'on a la moindre responsabilité sur l'évolution du climat, parce qu'on regarde un match de foot dont l'attribution a été attribuée à un pays il y a quelques années. Il fallait s'indigner à l'époque, il fallait que les médias, il fallait que les écologistes, il fallait que tous ceux qui s'indignent aujourd'hui, qui donnent parfois le sentiment de faire de la récupération ou au moins récupèrent le bruit, se manifestent à l'époque. En tout cas, c'est tout sauf la responsabilité des supporters. Donc, et comme il y a des audiences records sur cette Coupe du Monde de foot, je trouve ça sympa de voir que les gens ne se laissent pas aussi facilement que ça manipuler. Oui, alors en même temps, puisque vous dites que c'est de la com aussi, le président de la République qui disait la semaine dernière on ne doit pas mélanger foot et politique, sauf qu'on voit que cette Coupe du Monde, elle est éminemment politique, que ce soit avec les Iraniens, on va en reparler, ou avec, encore une fois, d'autres pays qui ont décidé d'afficher leur désaccord avec certaines positions du Qatar. Je suis persuadé que le sport, c'est un sujet qui peut être éminemment politique. En tout cas, c'est un outil de communication, un vecteur de communication, mais c'est aussi à géométrie variable. Donc c'est quand ça arrange ou quand ça n'arrange pas. On dit qu'il ne faut pas mettre de la politique dans le sport, mais on utilise le sport pour faire de la politique. Il y en a beaucoup. Le Danemark qui envisageait de se retirer de la FIFA, qui envisagerait de sortir de la FIFA si rien ne change concernant l'interdiction du port du brassard aux couleurs LGBT. Alex Darmon, parce qu'il y a aussi une forme d'hypocrisie. On l'a vu avec Frédéric Dabi qui nous disait que les Français voulaient boycotter à plus de 50%, et puis on se rend compte, comme vous le dites dans les chiffres, qu'ils sont là, les Français, devant l'hypocrisie, c'est la ligne directrice de toutes ces affaires. Bien sûr. Moi, je ferais pardon. Oui, moi, je fais quand même une vraie différence entre les déclarations du président de la République et la position de la FIFA, qui, selon moi, est totalement inacceptable et scandaleuse. Monsieur, alors moi, je suis pas le grand fat. Infantino. Infantino a quand même menacé les capitaines d'un carton jaune, ce qui est quand même une sanction sportive s'ils portaient le brassard. Ça, pour moi, c'est tout à fait inacceptable. Voilà. Là, on est dans l'ordre de ce que nous aurions dû dénoncer collectivement. Voilà. C'est un pur scandale. Ça, c'est un scandale. Maintenant, qu'un président de la République soit dans une posture différente, je ne vois pas comment... C'est-à-dire que quand il dit le Qatar fait des progrès... Mais oui, il fait des progrès, vous savez. Il faut... C'est de la politique. C'est purement et simplement de la politique. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on se mette le Qatar à dos? Je ne travaille pas avec Emmanuel Macron. Moi non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est purement de la politique. Et le sport est de la politique aujourd'hui. Il y a 4 ans, en Russie, vous avez la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui ouvre la Coupe du Monde de rugby?
de football, pardon, c'est Vladimir Poutine. Je parle de rugby en 95, quand vous avez la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la Coupe du Monde de rugby, c'est quand même aussi politiquement, éminemment politique, quand vous avez Nelson Mandela qui s'en sert, et avec le recul, il a peut-être sans doute eu raison même, qui s'en sert pour approcher le peuple sud-africain. Donc c'est éminemment politique. Moi, j'aimerais revenir sur votre coup de cœur pour les supporters qui souvent sont plus intelligents que les dirigeants politiques. Vous prenez comme exemple les supporters français, mais moi j'ai vu une image que vous avez sans doute vu qui a fait le tour du monde, des supporters iraniens qui font la fête avec un journaliste israélien à la télévision, en l'habillant, en se moquant de lui, et lui rentre dans le jeu. Bon bah voilà, ça c'est magnifique. Ça c'est le sport, ça c'est concrètement et vraiment le sport, c'est-à-dire que normalement la politique ne rentre pas sur un terrain, les conflits ne rentrent pas sur le terrain. Maintenant, concernant Emmanuel Macron en tant que tel, il fait de la politique, c'est la première, il est dans son rôle, c'est la première Coupe du Monde de football qui a lieu dans le monde arabe. Faut reconnaître que c'est pas un réel succès sur place. Non. Alors ça va monter, ça va progresser au fil du temps. Quand les huitièmes de finale vont arriver, vous allez avoir vraiment un engouement qui va monter autour de cette compétition. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, bon voilà, il fait de la politique et puis il en fera jusqu'à la fin de la compétition. Enfin, la phrase de dire le Qatar s'est engagé donc dans une, il dit il y a des changements qui sont concrets, qui sont réellement à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. Et que vous voyez ces petites filles voilées, ces fillettes voilées. Mais il parle pas de ça. Non, mais il parle des stades. Il parle de quoi? Non mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que ça. Évidemment, on est tous d'accord. Non mais il parle de quoi? Le seul stade au monde qui peut être démonté, et d'ailleurs ils le feront pas au final. Ils ont annoncé qu'ils le feraient avant la Coupe du Monde, mais c'est tellement un objet, le stade, qu'aujourd'hui ils le démonteront pas. Vous savez, ce stade avec des conteneurs. Voilà, il parle de ces travaux-là, sur l'écologie, sur la planète. Mais bien évidemment que sur le sociétal et sur le religieux, c'est pas son sujet aujourd'hui. Moi, j'ai son goût habituel de la provocation quand même, de prendre le contre-pied de tout ce qui se dit sur un pays. Donc il y a une forme de Qatar bashing. Donc Emmanuel Macron, voilà, il aime provoquer. Après, c'est quand même pardon, il y a quand même une époque. Enfin, c'est aussi le fruit des réseaux sociaux, tout ça, et de Twitter, parce que. Avant Twitter, jamais on aurait imaginé un président de la République à mi-cours d'un match de foot faire un communiqué de presse. Donc là, voilà, avec Twitter, ça lui permet subitement d'aller très vite, de manière presque compulsive, je dirais. Voilà. Alexandra et puis après Frédéric sur la com. Ouais. Sur le Qatar bashing, moi je crois évidemment à l'universalité des droits de l'homme, mais soyons quand même un petit peu humbles. Nous sommes un vieux pays. Mais il y a 50 ans encore, nous avions en France des psychiatres qui étaient là pour dire que l'homosexualité était une maladie. Donc un peu d'humilité. Moi je pense que c'est un formidable accélérateur pour justement peut-être faire bouger les choses. Effectivement, je trouve que les supporters sont au rendez-vous et je trouve que cette pièce populaire, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi je suis pas une fan de foot, je dois l'avouer, mais j'ai bien compris que sur le plan sportif, c'était quand même très fort. Vous regarderez la finale si la France y est. Évidemment, quand la France joue, je suis toujours à ses côtés. Mais l'Arabie qui bat l'Argentine, le Maroc qui bat la Belgique, l'Allemagne battue par le Japon. Donc tout ça, c'est formidable. Mais enfin, je vous rappelle quand même que nous avons eu des jeux sous l'Argentine. Non, mais la dictature militaire. Pékin, Moscou. Non, rien n'excuse. Non, mais évidemment. Il faut regarder quand même ce qui ne marche pas aujourd'hui pour ne pas reproduire ce que je disais la semaine dernière. Évidemment, mais c'est sur le choix. Mais c'est un choix qui a été, comme vous l'avez dit, fait il y a des années. Maintenant, on y est. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, on peut pas exiger que tous les pays du monde aient des standards conformes aux nôtres. Malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, évidemment, c'est inacceptable. Évidemment, c'est intolérable. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On va dire avec Emmanuel Macron. On va dire avec Emmanuel Macron que le Qatar a fait de formidables progrès en quelques jours. Alors, voilà. Je serais peut-être un peu moins enthousiaste. Frédéric Fougera sur ce qu'évoquait Alex Darmon, à savoir le tweet, effectivement, pendant le match de foot. Était-il nécessaire? Déjà, l'émission commence bien parce que moi, je suis d'accord avec tout le monde. Donc, on s'est tous mis d'accord. On est au rendez-vous. Mais en complément, je suis d'accord. Je ne suis pas certain de comprendre de quoi on parle quand on parle de progrès, même si j'en ai un à l'esprit, mais on ne l'a pas évoqué. Mais je ne suis pas certain
de savoir ce à quoi il pense. C'est sur le fait, par exemple, c'est ce que disait Alex, que pour la première fois, on a une Coupe du Monde dans un pays du Moyen-Orient. Pourquoi le monde arabe, ou plutôt le Moyen-Orient d'ailleurs, et de l'autre côté l'Afrique, n'ont jamais eu de Coupe du Monde? Alors, on voudrait qu'ils nous considèrent comme nous, qu'ils respectent nos règles. Ce que disait Alexandra, qu'ils soient sur nos standards, qu'ils aient les mêmes valeurs que nous, mais nous, par contre, on ne les respecte pas de la même façon, avec une position très supérieure. Donc, peut-être que rien que ça, déjà, c'est un effort et c'est un progrès. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut le prendre. Ensuite, sur le tweet, effectivement, il n'y aurait pas eu un communiqué de presse, ni une déclaration, ni en plein milieu d'un match, ni à n'importe quel moment d'ailleurs, parce que ça aurait une forme de déclaration de guerre ou d'ingérence. Au niveau diplomatique, ce serait impossible. Alors le tweet, c'est un entre-deux, c'est en même temps, c'est je crève d'envie de dire quelque chose, mais je peux pas non plus trop le dire, parce que le Qatar, c'est plus de 25 milliards d'investissements. Je ne crache pas. Je ne crache pas sur l'argent, ni la mairie de Paris, ni tous ceux qui en bénéficient. Ils ne crachent pas sur l'argent quand il vient. Donc c'est une indignation à géométrie variable. Et puis c'est tellement plus facile de culpabiliser les supporters plutôt que d'assumer ses propres responsabilités. Absolument. Ouais. Donc voilà. Et puis le Qatar, je suis désolé, mais c'est Kylian Mbappé. Faut pas l'oublier, c'est le Qatar qui fait rester Kylian Mbappé, qui est le symbole français aujourd'hui, et vous le voyez encore samedi sur le terrain. Donc faut pas oublier que le Qatar est un partenaire, qu'on le veuille ou pas, de la France, tant sur le soft power, il participe au soft power français indirectement. Absolument. Avec Kylian Mbappé. Sur Twitter, je vais vous dire, c'est un président de l'internet, Emmanuel Macron. Voilà, parce que quand vous regardez les chiffres aujourd'hui, combien de Français ont Twitter? À peine 7%, à peine 8%. Ça concerne une toute petite. Et donc justement, il sait parfaitement l'entre-soi, les journalistes, les politiques. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il sait parfaitement s'en servir. Allez, arrêtons le Qatar bashing. Voilà. C'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas ce qu'on dit. Et puis je voyais un tweet de quelqu'un qui rappelait. La Coupe du Monde suscite beaucoup de controverses, corruption, désastre écologique, etc. Mais on parle assez peu de l'idéologie islamiste et à savoir qu'il y a des tentes qui sont à la sortie des stades pour tenter de convertir un certain nombre de supporters. On est sûr de ça. C'est Caroline Fourest et Le Monde qui ont relayé, mais je l'ai découvert également, l'une des rares à dénoncer cette situation, Caroline Fourest. Elle a révélé que des tentes sont installées aux abords des stades pour convertir les supporters à l'islam et que le Qatar a formé 2000 personnes dans ce but. On peut faire confiance a priori à Caroline Fourest. Voilà, il y a un prédicateur également islamiste poursuivi en Inde pour le financement d'opérations terroristes qui est là-bas. Enfin bon. Et donc là, le sport dépasse le sport. Absolument. Allez, il y a plein de prédicateurs au Brésil, ça n'a pas empêché ni fait critiquer l'organisation des Jeux Olympiques. Les prédicateurs brésiliens ont tué personne jusqu'à preuve du contraire. Enfin, non, mais à mon avis, ils sont beaucoup plus puissants que les 2000 personnes rapidement formées qui vont peut-être pas faire beaucoup d'adhérents. On ne sait pas. Allez, pause et on change de sujet. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Pour l'instant, on est plutôt d'accord avec Alex Darmon, Alexandra Spinner, Geneviève Gotzinger et Frédéric Fougera. Une auditrice me signale le livre de Christian Chesneau et Georges Malbruno, les Qatar Papers, comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe. Et Georges Malbruno s'exprime d'ailleurs sur le sujet. On continue notre tour de table avec vous, Geneviève Gotzinger. C'est un coup de cœur. Oui, alors évidemment, c'est un coup de cœur un peu bizarre. Je reconnais que faire un coup de cœur sur les RER métropolitains, ça peut apparaître comme ça, pas très sexy. Mais non, mais c'est bien, justement, c'est fait pour ça, ce tour de table. Voilà, c'est fait pour qu'on parle d'autre chose que l'actualité moutonnière qu'on a partout. L'actualité du jour. Oui, c'est l'actualité du jour. Une annonce d'Emmanuel Macron. Donc, RER métropolitain, ça va concerner 10 grandes villes de France. Une annonce qui a été faite par le président de la République. Absolument. C'était dans les tuyaux de la SNCF depuis un petit moment. La SNCF est engagée dans un processus de décarbonation, de décongestion, et ça va être un instrument de décarbonation et de décongestion de 10 grands centres urbains. L'idée, c'est d'arriver à contourner des métropoles qui sont aujourd'hui très, très asphyxiées par le trafic routier, aussi par la pollution. Et ce qui me semble intéressant au-delà de ça, c'est que jusqu'à présent, on est parti dans un schéma, évidemment, de décarbonation, de refonte de la mobilité, de fin de la voiture thermique à échéance 2030. Et le sentiment qu'on pouvait avoir, c'est d'une sorte de plaquage de l'existence sur l'avenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on roule beaucoup avec des voitures thermiques, donc il y a des stations-service partout. Demain, après-demain, plutôt, on va remplacer ces stations-service
avec du pétrole par des stations électriques de recharge à batterie rapide, de recharge rapide. Il n'y a pas encore. Mais sans réfléchir en fait à une refonte de la ville, une refonte de l'aménagement du territoire, une refonte de la manière de se déplacer, une réflexion autour de tout ça. Et là, avec ces RER métropolitains, on passe peut-être à une dimension de réflexion, et ça aussi, ça me semble intéressant. Lille, Strasbourg, Bordeaux, Lyon ou Marseille. C'est marrant parce que moi, j'en aurais fait un coup de gueule ce matin plutôt de ça, parce que... Pourquoi parce que, d'abord, le président de la République, visiblement, ce que dit Le Monde ce matin, a pris tout le monde de court. C'est-à-dire qu'il a annoncé ça, même si c'était déjà dans les tuyaux. Et puis, c'est sur 30 ans, hein, je crois que c'est ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ce sera pour son 3e quinquennat, c'est ça? Autant commencer vite. 7e, je pense. Pour le coup, ce sera pour le 7e quinquennat. 7e quinquennat. Non, mais c'est le fait que ça fonctionne déjà pas très très bien, qu'on a des problèmes avec la SNCF, que les transports, c'est 30% des émissions, et la SNCF, c'est 0,3%. Oui. À partir de là. Et vous trouvez que ça marche bien? Moi, je trouve que ça marche pas si mal que ça. Moi, j'ai pas trop de problèmes quand je prends le train. Alors, je prends assez régulièrement le train. Non, mais le train, oui, mais le RER. On parle du RER. On parle du RER métropolitain, là. Ouais. Franchement, honnêtement, c'est un calvaire. Moi, j'ai longtemps été un usager du RER A et c'était formidable au début, c'était catastrophique à la fin. Je suis maintenant un Parisien central, donc je suis amené à rencontrer d'autres difficultés, mais plus celles du RER. Oui. Le E fonctionne formidablement bien. Le RERC régulièrement en panne également. Et puis aujourd'hui, on a des RER qui sont souvent vétustes. Enfin, vétustes. Oui, c'est ça. Alex quand vous prenez le RER, on parle du E. Le E fonctionne bien, mais vous avez dit le A, le B. Enfin, moi, j'ai l'habitude de prendre le RER B de temps à autre. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Alors, c'est très parisien comme sujet. Je m'en excuse auprès de ceux qui nous écoutent. Ça va arriver dans vos villes. Ouais, voilà, ça indique ce qui va se passer ensuite. Voilà, et on parlait du Qatar il y a quelques secondes. Ne pas répéter les erreurs qu'on a fait avec le Qatar. Je pense que là, il faut surtout pas répéter les erreurs qu'on a fait avec le RER parisien parce que c'est pas rattrapable aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont collés les uns contre les autres à toute heure de la journée pour prendre le RER, alors qu'on nous demande de favoriser les transports en commun pour la planète. Et ça fait des années qu'on dit que ce n'est pas jouable. Alors, on parle du RER, on pourrait parler du métro, c'est exactement pareil. Et bon, on va pas arriver sur ce sujet-là, mais en plus ça coûte très cher. Donc non mais c'est vrai. Non, mais et en plus important. le pass Navigo va ça coûte très cher. Pourquoi un RER à Marseille? Il y a le métro, il y a des TER. Ça sert à quoi? Là, c'est un train périurbain. Donc en fait, c'est pas Marseille, c'est les communes autour de Marseille qui sont reliées entre elles. Donc éventuellement, vous pouvez aller d'une à l'autre sans passer par Marseille. Et c'est aussi relié à Marseille. C'est pas l'intérieur de Marseille où effectivement il existe déjà tout ce qu'il est possible d'exister. Quand même sur la hausse du pass Navigo, je dois quand même dire que la balle. Vous en a pas parlé. Si, vous l'avez évoqué, vous en avez profité, mais c'est très simple. Un peu de provocation. Mais parlons-en parce que c'est un vrai scandale. La balle est désormais dans le camp de l'État. Qui a tous les leviers pour éviter une hausse du pass Navigo et le faire peser sur les usagers franciliens. Donc là, Valérie Pécresse propose des vraies solutions. Est-ce que les territoires peuvent toujours tout demander à l'État? Non, mais là, en l'occurrence, les transports, ça relève de co-gestion. C'est absolument. Donc là, oui, on peut proposer une baisse de la TVA à 5,5 sur les transports. On peut augmenter le versement mobilité des entreprises. Alors on peut transformer la dette de la Covid en subvention. Il y a plein de solutions qui seront proposées par Valérie Pécresse à la région. Mais évidemment, on est toujours dans le en même temps. Monsieur Macron nous dit au Salon des maires que il est contre la hausse du pass Navigo. Et de l'autre côté, nous avons le ministre des Transports qui nous explique qu'elle est inévitable. Donc ça n'est pas possible. Et c'est inacceptable. C'est socialement tout à fait inacceptable de le faire peser, cette augmentation sur les utilisateurs. Plus généralement sur cette annonce, Frédéric Fougera, comment vous la comprenez d'Emmanuel Macron? C'est quoi? C'est de montrer qu'il est en mouvement, qu'il y a des projets, que... Comme on l'a dit, on a le sentiment qu'il a pris tout le monde de court sur un sujet qui était quand même déjà dans les tuyaux. Ouais. C'est une façon d'exister, c'est une façon de montrer son intérêt sur les sujets, sur une préoccupation de terrain. Parfois on lui reproche d'être éloigné des préoccupations des Français. Là, ils rentrent dans leur quotidien, mais sur un sujet qui très lointain. Pardon, extrêmement lointain. J'ai bien entendu votre coup de cœur, mais enfin c'est quand même très très loin tout ça. Vous disiez 30 ans, je suis pas certain que dans 30 ans toutes ces grandes métropoles qui fonctionnent, qui soient efficaces avec plusieurs lignes. Donc voilà, c'est un projet
projet très, et je crois qu'aujourd'hui, la préoccupation des Français est quand même très loin de tout cela. Oui. C'est déjà d'avoir des trains qui roulent, qui arrivent à l'heure, qui ne sont pas annulés, qui ne sont pas et qui sont en état de pouvoir vivre dignement aussi. Absolument. Vous aviez, Alexandra, un coup de cœur. Oui, moi c'est un éternel coup de cœur pour ce peuple iranien qui se soulève, que ce soit les sportifs, les femmes, les écolières, les fonctionnaires. Il se passe vraiment quelque chose de puissant dans ce pays. Moi j'ai une admiration absolue pour toutes ces femmes et ces hommes qui se soulèvent. Je trouve qu'on a tendance un petit peu à les oublier. On devrait quand même les soutenir et en parler inlassablement. Ils sont tout à fait extraordinaires. Ils nous donnent des vraies leçons de courage. Et c'est un vrai coup de cœur. Vous n'êtes pas d'accord, Frédéric Fougera ? Non, j'étais juste pas d'accord sur le fait qu'on n'en parle pas. J'ai le sentiment qu'on est bien animé par l'information. Mais peut-être tout dépend là où on va chercher l'information par rapport à celle qui nous arrive. Ouais. Ce week-end, je sais pas si l'information était très fraîche ou pas, mais j'ai été touché par un membre du gouvernement iranien qui a dû démissionner parce que des photos ont circulé de lui et son épouse qui n'étaient pas volées. Et je trouvais ça à double tranchant parce que je me disais donc en fait il n'applique pas les lois pour son épouse et donc il s'accorde à un régime particulier, mais en même temps il en est complice en étant dans le régime. Mais c'est intéressant de voir que les choses ne sont pas si simples et que même un membre du gouvernement peut ne pas respecter les lois qu'il tente de défendre. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Franchement, moi, je suis d'accord avec vous. Ils ont beaucoup de courage. Ces Iraniens, ces femmes iraniennes ont beaucoup de courage. Mais d'extraordinaire, ça va être compliqué parce que ça prend du temps. Beaucoup de temps. Alors les révolutions peuvent prendre du temps. Toutes les grandes révolutions prennent du temps. Enfin, ça dépend lesquelles. On pourrait refaire l'histoire. Ça dépend lesquelles. Surtout dans le monde arabe, généralement, ça prend pas beaucoup de temps. Quand vous avez une révolution, normalement pas des Arabes, hein. Oui, excusez-moi, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas des Arabes. C'est très important. Mais vous avez raison, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça prend du temps et malheureusement, quand vous avez des gens sur place, moi je parle avec des gens sur place, la vie reprend son cours tout doucement. Et vous l'avez encore vu, on parlait de la Coupe du Monde de football, vous avez encore vu ce week-end que les joueurs iraniens ont chanté leur hymne alors qu'ils n'avaient pas chanté au premier match parce qu'ils ont été menacés. Ils ne l'ont pas chanté au premier match. Oui, est-ce qu'on peut retenir cela ? C'est quand même très courageux. D'accord, mais vous avez raison, je n'ai pas dit le contraire, ils sont très courageux, mais la vie reprend tout doucement son cours, la terreur reprend tout doucement son cours, puisqu'ils ont été menacés et qu'ils ont chanté leur hymne au deuxième match. Voilà. Et je voulais rappeler l'arrestation de la fille de l'ancien président Rafsanjani qui a pris position en faveur donc de une vidéo très des manifestations absolument. Et une auditrice me dit à propos du TGV, du RER, Macron le Lilliputien, De Gaulle pensait grand, TGV Concorde nucléaire, Macron pense RER, tout est dit. Voilà. On y revient. Voilà, je vous livre certains commentaires. On y revient et on continue notre débat dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 10h, nous recevrons la gagnante de la Star Academy. Vous avez suivi ? J'avoue que non. C'est quand même un vrai succès. Oui, c'est un vrai succès. Ça a très bien marché. C'est assez hallucinant et bravo à eux. Elle sera avec nous à 10h avec Gilles Gansman. Nous, on est ensemble, Alex Darmon, Alexandra Spinner, Geneviève Götzinger et Frédéric Fougera. On va revenir sur cette proposition de loi qui vise à durcir les sanctions contre les squatteurs. La Fondation Abbé Pierre proteste. Mais juste avant, un éclairage, peut-être un petit coup de projecteur sur le congrès Europe Écologie Les Verts avec vous, Alex Darmon. J'ai cru que vous allez dire sur Sandrine Rousseau, parce qu'elle n'a pas besoin de coups de projecteur. Non, justement, elle en a suffisamment. Directement, là, ce week-end a été révélateur de beaucoup de choses. Non, mais ce week-end se tenait effectivement le congrès d'Europe Écologie Les Verts, où il devait choisir le successeur ou la successeur de Julien Bayou. Et donc, c'était 11 000 adhérents qui devaient aller voter, chiffre très bas quand même pour un parti politique comme Europe Écologie Les Verts, où la moitié à peine se sont mobilisés pour choisir ce nouveau patron et donc qui est une patronne du coup effectivement Marine Tondelier exactement et qui était d'ailleurs celle choisie par le pouvoir en place et par Julien Bayou et donc en deuxième position arrive la candidate de Yannick Jadot à 18% je crois à peu près et en dernière position beaucoup plus bas la candidate de Sandrine Rousseau et c'est un vrai camouflet pour elle parce que pour le coup on entend parler d'elle depuis
depuis le début de la mandature des députés. Et aujourd'hui, elle termine 3e, ce qui veut dire qu'elle a vraiment, en fait, ce qu'on dit depuis quelques semaines sur les plateaux, sur les analyses qu'on en fait, nous, éditorialistes politiques, c'est qu'on se trompe peut-être pas, peut-être qu'elle s'est un peu trop brûlé les ailes, peut-être qu'elle a un peu trop parlé, et qu'aujourd'hui, elle fait plus de mal à son parti que de bien. Et elle le paye aujourd'hui dans les urnes, parce que c'est que le début, finalement. Donc ça va être intéressant de voir quelle va être sa réaction, tant à l'Assemblée nationale que sur les plateaux. Moi, j'étais persuadé qu'elle parlerait pas tout de suite. Finalement, elle a fait tous les plateaux télé ce matin, radio, pour venir expliquer pourquoi elle avait perdu, et que c'était pas la faute des électeurs, mais que c'était la faute des électeurs, mais pas de sa faute à elle, et ni de la faute de sa candidate. Donc, c'est intéressant de savoir, de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent pour ce parti. Europe Écologie Les Verts, qui aujourd'hui représente, faut bien le dire, plus grand chose dans le jeu à gauche. Yannick Jadot avait fait 4% aux élections présidentielles. Ils ont eu un groupe parlementaire quand même à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même pas mal. Ils ont un groupe parlementaire au Sénat, donc ils ont quand même quelque chose encore à jouer aujourd'hui, mais ça va être compliqué demain pour eux de se relever sans aujourd'hui vraiment tête d'affiche. Il n'y a plus de tête d'affiche. Non, il n'y a plus de tête d'affiche. Enfin, Marine Tondelier, Sophie Bussière, Mélissa Camara. Donc on rappelle, Marine Tondelier l'a remporté avec 46, enfin en gros 47% du scrutin. Sophie Bussière, donc qui était la candidate de Yannick Jadot, 18%, et Mélissa Camara, 14%, 13,5%. Là aussi, tout ça, c'est de la com. Quand on voit la parole, la place qui est accordée à Sandrine Rousseau par rapport à ce qu'elle représente, on peut aussi s'interroger et interroger les médias, absolument. Interrogeons-nous aussi sur le nombre d'adhérents. Je le répète, c'est 5 important. 000, c'est ça. Il y a 11 000 adhérents et à peine 5 000 qui ont été votés. 5 300 qui ont voté, qui ont été votés. C'est quand même une grosse question. Quand vous dites c'est un parti qui représente plus grand chose, pardon, mais il a jamais vraiment représenté grand chose. Alors il y a eu, lors d'élections européennes, souvent, parfois, Europe Écologie Les Verts fait des scores. Il en avait fait un très gros avec Dany Cohn-Bendit, par exemple. Même avec Yannick Jadot. Même avec Yannick Jadot, mais c'est tout. Le reste du temps, il ne représente pas grand-chose. C'est un parti qui n'a jamais réussi à faire sa mue à un parti de gouvernement. Regardez la différence avec les Verts allemands qui aujourd'hui gouvernent avec les sociodémocrates, avec les libéraux dans le cadre d'une coalition. En France, ça n'a jamais été possible. Donc, c'est resté un parti totalement immature, je dirais. Voilà. Ouais. Et on voit cette immaturité. Elle s'exprime justement à travers la posture permanente de Sandrine Rousseau et ce décalage entre sa posture visant en permanence à faire le buzz, à parler de tout et n'importe quoi, avec un œil, une oreille complaisante des micros complaisants des médias, et son poids réel au sein du parti. C'est très clair. Je sais pas, oui, Frédéric Fougera. Je suis d'accord sur le fait que là, il s'agit beaucoup de communication et malheureusement de mauvaise communication. Il n'y a pas forcément de thématiques réelles qui ressortent et qui embarquent l'ensemble de ce mouvement. Donc, priorité des Français à l'écologie, mais même pas priorité des propres écologistes que d'aller voter pour déterminer une ligne politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne politique, et en tout cas, certainement pas celle qui est représentée par le bruit médiatique. Sandrine Rousseau, moi, je vois chez elle essentiellement une faiseuse de bruit. Alors, comme vous disiez, avec la complaisance des micros, des médias, c'est pas la radicalité qui l'emporte. Et Sandrine Rousseau, on a le sentiment qu'elle n'agit pas vraiment pour le climat, mais plutôt pour le climat délétère. En ce sens, elle est très bonne. Mais voilà, il suffit pas de dézinguer le numéro 1 du parti pour le remplacer. Manifestement, l'intelligence collective est plus forte que le façonnage médiatique. Oui, moi j'avoue que le spectacle navrant des écolos m'ennuie profondément. Néanmoins, je me réjouis de se camoufler pour Sandrine Rousseau, mais ne nous réjouissons pas trop vite, parce que je ne pense pas que Marine Tondelier soit beaucoup mieux. Voilà, pour être tout à fait honnête. Je vous rappelle quand même les déclarations qu'elle a faites, je crois, à un congrès de la NUPES. Elle est terrifiante, comme tous ses camarades. Ce qui va être intéressant, excusez-moi Valérie, c'est de comparer demain, dans les semaines à venir, les temps d'antenne et de mise en lumière de Marine Tondelier par rapport à Sandrine Rousseau, parce que après avoir été battue aux primaires des écolos, c'était toujours Sandrine Rousseau qui était en une, elle va peut-être toujours l'être. Bien sûr. Je crains qu'on ne s'en débarrasse pas si vite. Non, et au-delà de ça, c'est aussi quand même, on parlait de parti de gouvernement, avec la défaite de Yannick Jadot. C'est aussi quand même la défaite de ce parti de gouvernement. Yannick Jadot était celui qui semblait être le plus, entre guillemets, j'ai pas de mots, mais normal pour gouverner. Pragmatique, c'est ça, c'est le mot, exactement. Bravo à vous. Pragmatique pour. C'est mon métier. Pour gouverner. Aujourd'hui, il arrive deuxième. On le voit de moins en moins. Alors, il est toujours député européen et il travaille beaucoup, très activement, quand vous suivez le Parlement européen sur les lois européennes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lui-même est en train un peu de disparaître du jeu médiatique français et du jeu politique indirectement.
Ouais. Un mot quand même sur une situation absolument scandaleuse, c'est la grève chez GRDF avec 1500 foyers sans chauffage ni eau chaude. C'est la CGT qui fait grève et qui n'exclut pas de prolonger le mouvement. 1500 foyers, on pense à eux, on pense à ces gens qui sont aujourd'hui victimes de ce conflit social. Alors oui, la grève, le droit de grève existe. Oui, c'est un droit, sauf que quand ça a des répercussions comme celle-là, c'est dans des gens qui sont à 14 degrés chez eux et avec des gens qui bloquent systématiquement l'arrivée du gaz, c'est insupportable. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est pris en otage par une minorité. Alors, je rappelle quand même que ils sont très peu nombreux, pouvoir réel de la CGT est infime. Ils nous tiennent donc en otage. Et je rappelle aussi qu'ils s'attaquent à ceux qu'ils prétendent défendre, puisque ce sont les plus fragiles socialement et les plus précaires, les plus démunis, qui payent les conséquences de leur folie. Alors eux ont certainement un combat juste sur des salaires, etc. Sauf que la conséquence, je pense à ces gens qui ne peuvent pas se chauffer ni se laver, elle est absolument dramatique. Passons donc à cette loi, proposition de loi anti-squatter, une proposition qui suscite des inquiétudes chez les associations, en particulier la Fondation Abbé Pierre. J'entendais hier le président qui disait se loger n'est pas un crime, certes, mais se loger chez les autres, c'en est peut-être un. Un délit en tout cas. C'est un délit absolument. Donc c'est vrai que le droit à la propriété n'est pas un crime non plus. Oui, voilà. Et le député qui dépose cette proposition de loi raconte les dizaines de témoignages justement de petits propriétaires qu'il a reçus qui sont complètement étranglés. Donc est-ce que c'est une proposition de loi qui a des chances de passer et d'être adoptée? L'idée étant de tripler les sanctions. Geneviève Göttinger. C'est une proposition de loi de rééquilibrage très clairement, parce que jusqu'à présent la loi était très en défaveur des propriétaires. Mais surtout, elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire que quand vous avez une décision de justice qui demande à ce que les squatteurs soient expulsés, la police ne le fait pas. Alors pour X raisons. Le préfet ne donne pas l'ordre que la décision soit appliquée. Est-ce que durcir les peines, ça va de facto engendrer une meilleure application de la loi? C'est pas évident. Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est appliquer la loi quelle qu'elle soit, que ce soit 1 an, passer de 1 an à 3 ans de prison, pourquoi pas, mais surtout appliquer la loi et arriver à récupérer son bien. Le texte prévoit des expulsions en 48 heures sans juge de squatteurs qui occupent des logements vacants. Pour l'instant, il faut passer devant un juge qui apprécie l'urgence sociale, etc. Donc, alors la loi, la question, c'est est-ce que la loi a des chances de passer? Clairement oui, puisqu'elle est proposée par la majorité présidentielle et qu'elle est déjà, ça a été annoncé, soutenue par LR et le Rassemblement national. Donc a priori, cet amendement passera. Ça va être débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez de rééquilibrage et vous avez raison. En fait, c'est un rééquilibrage cette loi parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de risques quand vous êtes propriétaire, de risques, j'entends juridiques, quand vous êtes propriétaire, si vous changez la serrure que si vous squattez. Ça, c'est l'effet. C'est-à-dire que vous risquez de payer plus cher et plus de temps de prison que si vous êtes le squatteur à l'intérieur. Donc ça prouve quand même qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc oui, cette loi elle apporte un rééquilibrage, c'est certain. Et puis surtout, vous l'avez dit Valérie, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de juges, qu'on va faire ce qu'on appelle une loi, une application express de cette loi. Et c'est pour ça que les associations se plaignent et disent qu'il faut faire attention de pas confondre tout le monde. Après, à partir du moment où vous êtes dans les parce qu'il y en a, en fait, ils vous parlent de gens qui squattent des logements vacants. Voilà, on ne parle pas parce qu'il y a des exemples qui sont donnés de gens dont on demande le propriétaire demande qu'ils partent parce qu'ils veulent récupérer l'appartement. La situation n'est pas celle-là. Le squat, c'est ceux qui occupent de façon illégale. Le squat, c'est un le logement, c'est le vol. Voilà. Oui. Moi, je me réjouis d'ailleurs que l'amendement d'Annie Genevard qui assimile le squat à un vol ait été adopté en commission et très largement repris par le député Guillaume Gasparian. Voilà. Parce qu'évidemment, c'était une situation qui était inacceptable et intenable surtout. Voilà, il faut. Mais je pense que il faudrait déjà qu'on puisse respecter et appliquer les lois existantes. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est la
facilitation de l'expulsion. Parce que triplé, vous avez généralement des gens qui sont eux-mêmes précaires. On supprime des étapes administratives. De dire jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, ils ne pourront certainement pas les payer, mais en tout cas l'expulsion plus rapide. Frédéric Fougerat. Je voudrais dire deux choses. C'est d'une part, je pense qu'il faut le souligner, il est courageux que des politiques s'attaquent à ce sujet. Absolument. Parce que les politiques de tous bords depuis des années ont toujours fui ce sujet. La question de logement sont rarement dans les campagnes présidentielles ou législatives. Absolument. Et la question des propriétaires bailleurs, alors ça c'est vraiment le cadet des soucis en principe du politique. Donc là on vient s'intéresser à un sujet, à un vrai sujet qui affecte beaucoup de gens, et plutôt la classe moyenne. C'est pas les privilégiés. On parle pas des privilégiés, mais on parle de la classe moyenne, celle de finalement on se dit la majorité silencieuse, elle fait pas de bruit, donc on s'en occupe pas trop. Donc déjà il faut souligner ça. Et ce que j'ai compris de ce travail, c'est en fait d'essayer de mettre une nuance, et toute la difficulté, notamment juridique, va être sur ce point, la nuance entre les gens qui sont de bonne foi et les gens qui sont de mauvaise foi. Les gens qui sont de bonne foi, là, il y a quand même une volonté de garder le principe de solidarité. Il y a un accident de la vie, il y a une difficulté à payer son loyer. Et puis il y a les gens de mauvaise foi, alors les squatteurs, mais aussi des locataires qui décident volontairement, et c'est souvent des professionnels de l'abus, de ne pas payer leur loyer, mais qui en même temps, on l'a vu un exemple, alors un cas ne fait pas la généralité, mais on l'a vu hier au JT de 20h de la 2, où on voyait des gens qui affichaient sur les réseaux sociaux leurs vacances dans les stations de ski partout, mais qui depuis des mois ne payaient pas leur loyer et utilisent tout l'arsenal juridique à leur disposition pour ne pas le faire. Donc ce que je comprends bien, c'est que l'enjeu, c'est d'arriver à déterminer ce qui est bonne foi et pas bonne foi, ce qui est juridiquement très compliqué, mais c'est ce vers quoi les élus qui travaillent sur ce sujet essayent de faire une distinction. Et après, que la sanction soit très forte vis-à-vis de ceux qui sont des voleurs et appliquée, c'est certainement une bonne chose, et ça va notamment aider aussi à encourager les gens à investir, parce que les propriétaires bailleurs, à une seule occasion, on s'intéresse à eux. C'est quand il s'agit de créer des logements, et là on leur dit venez investir, on va vous filer des avantages fiscaux. Donc là tout d'un coup ils existent, on s'intéresse à eux, puis après on les abandonne. Donc voilà, c'est cet équilibre qui va être recherché et qui va pas être simple à trouver. À tout de suite, il est 9h45 sur Sud Radio et on se retrouve dans un tout petit instant. On est ensemble jusqu'à 10h, et à 10h, je vous rappelle que nous recevrons la gagnante de la Star Academy, Anisha, qui sera avec nous dans l'émission Média. Ce matin, dans Le Parisien, une enquête tout à fait intéressante sur l'inflation, sur la hausse des prix, qui est absolument faramineuse sur un certain nombre de produits, en particulier les produits que nous allons retrouver sur les tables de Noël. Alors les bûches glacées, je ne sais pas pourquoi, plus 22%. Tout ce qui, le foie gras. Peut-être les questions de réfrigération, d'énergie pour la réfrigération. Je me suis demandé pourquoi les bûches glacées, mais moi, pour avoir parlé avec un certain nombre de commerçants, de restaurateurs, pâtissiers et autres, les factures d'électricité vont tripler pour eux, et ça va être forcément ça va se répercuter. Donc comment va-t-on faire avec cette inflation qui, on le voit quand on fait nos courses, évidemment est bel et bien là. Je ne sais pas ce qui est inspiré par le sujet, Alexandra Spinner. Inspiré, en tout cas, désolé, parce qu'on voit bien que ce sont à nouveau les plus fragiles qui vont payer la facture. Moi, je suis assez inquiète. On a fermé le chapitre des Gilets jaunes. Je crois qu'on serait bien inspiré d'être attentif et de veiller à ce que les gens puissent passer des fêtes de Noël acceptables. Voilà. Oui, mais ça va être... les marrons, alors il va falloir peut-être trouver autre chose. Oui, on voit bien que se dessinent deux France. Deux France obstinément parallèles, la France qui va bien, la France de Macron, et puis ceux qui ne s'en sortent pas, qui vivent très péniblement. Cette classe moyenne qui paie systématiquement la facture, toujours et encore. On parle beaucoup de sobriété. C'est vrai que la sobriété va aussi s'appliquer à nous pendant les fêtes de Noël. Il va peut-être falloir faire des choix. On va peut-être pas consommer tous les mets qu'on a l'habitude de consommer. On va peut-être fabriquer un dessert plutôt que d'aller l'acheter tout fait, industriel. Vous savez très bien que ce sont pas
c'est pas tout le monde qui va faire ces choix-là. Ce sont les plus fragiles qui vont faire ces choix-là. C'est ça qui est inacceptable. Les plus fragiles, ça fait peut-être belle lurette qui ne vont pas chez le traiteur acheter une bûche de Noël glacée. On parle pas de traiteur. Mais que même les classes moyennes, effectivement, vont commencer à faire des choix sur... Et se poser la question. Le saumon fumé 20% en plus, ou alors on va avoir des qualités moindres. D'ailleurs, on voit le succès de tout ce qui est Aldi, Lidl et autres grandes surfaces, Alex. Non, mais oui, bien sûr que je suis pareil que vous, désolé, mais malheureusement, on l'a vu venir depuis longtemps. On nous en parle depuis des mois. Il faut toujours mettre. Alors je dis se comparer pour se consoler. Je vais pas dire ça, mais c'est pas loin. Il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays en Europe. Rien qu'en Europe, la France ne s'en sort pas si mal que ça. Bien sûr que ça augmente. Mais quand vous voyez quand vous voyez les taux d'inflation à l'étranger, en Europe, à 100, 200, 300 km de chez nous, je peux vous dire que c'est bien plus important. Alors bon, le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça révèle quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, les mécanismes économiques qu'on a mis en place, qui ont été mis en place en Europe, ne fonctionnent pas. Et même, je veux même aller plus loin que l'Europe, puisque quand vous allez, j'étais pour le travail à Londres la semaine passée, je peux vous dire que c'est hallucinant l'augmentation des prix qu'il y a sur place aussi. Donc, je pense que malheureusement, c'est pas que les plus fragiles, bien évidemment. Ils sont en première ligne, c'est certain, mais tout le monde paye. Tout le monde paye. Plus fragile, pas plus fragile, tout le monde va payer aussi parce que c'est des produits de première nécessité, parce qu'on parle de bûches glacées ou de marrons, mais vous allez avoir une augmentation considérable sur la volaille dans les semaines qui viennent. Et la volaille va être consommée et c'est ce qui est le plus facile à consommer pour les fêtes. Donc malheureusement, on n'est qu'au début de cette augmentation, je pense. Alors il y a d'après ce que j'ai lu, une adaptation de la grande distribution qui va quand même faire des offres pendant les fêtes de Noël, des efforts pour que effectivement les plus fragiles puissent aussi avoir des fêtes de fin d'année à peu près sereines. Mais je suis très très d'accord avec ce que vous venez de dire sur ce comparer. Frédéric parlait tout à l'heure à propos de la Coupe du Monde, de l'absence de Coupe du Monde dans les pays arabes ou en Afrique. Regardez l'impact de la hausse des prix en Afrique, de la hausse de l'énergie en Afrique, où 40% des biens alimentaires sont importés dans la plupart des pays. Au Nigeria, c'est un taux d'inflation de 40%, de 20%, pardon, au Ghana de 40%. Donc là, c'est pas le chapon, c'est pas le sapin de Noël, c'est la tomate, c'est la viande, c'est le lait, c'est les produits de première nécessité. Donc avec une fraction de la population qui ne peut plus, dans certains pays, quasiment s'alimenter. Au Mali, avec en plus le terrorisme ambiant, la conquête de ce pays par les djihadistes, vous avez des gens qui crèvent littéralement de faim. Donc effectivement, gardons quand même aussi un peu de décence dans notre approche des choses. Mais on peut pas se comparer à l'Afrique. On peut pas se comparer à l'Afrique, mais pardon, mais l'impact de la crise énergétique, elle est partout. Elle est là, mais enfin, pardon, quand on voit la Guinée, c'est des sujets qui me mettent en colère. Le président qui vient d'être réélu en Guinée équatoriale, dont le fils a été condamné pour bien mal acquis, qui a des dizaines d'immeubles, avenue Foch, etc. Donc ces dictateurs africains, sont en grande partie responsables du malheur de leur peuple. Alors, donc l'Afrique est un autre sujet. La crise énergétique touche tous les pays du monde, et en l'occurrence, la crise énergétique est largement due à un conflit au cœur de l'Europe, en Ukraine, et qui a des répercussions sur d'autres pays. C'est tout ce que j'ai dit. Oui. Mais est-ce que la crise énergétique n'a pas bon dos aussi sur un certain nombre de hausses de prix après, mais je pose la question. Je pose la question. Elle est réelle, mais elle ne doit pas être ce reste. Elle ne doit pas être un prétexte. Bien sûr, c'est ça. Alors, une petite information, l'assiette de Bulot pourrait devenir un plat de luxe. Vous avez vu ça, c'était dans le Figaro ce matin. Alors autrefois, c'était un hors-d'œuvre populaire, assez classique. C'était moins de 7 € et c'est passé à 20 € le kilo. Et ça, c'est dû à la raréfaction des bulots. Il y en a de moins en moins. Le réchauffement de la mer, c'est quoi explique cette flambée des prix par la raréfaction de la ressource, le réchauffement de la mer d'environ plus d'un et demi degré, voilà. Ils sont passés de 13 500 tonnes en 2012 à moins de 8 000. Donc voilà, donc le bulot va devenir un produit de luxe. Ça, c'est une info. C'est une info, c'est l'info du jour. Mais on voit que les sapins vont augmenter, tout ce qui touche autour de Noël. Et Frédéric, vous avez raison, avec Fougera, on va faire des sapins il faut aussi s'adapter, il faut être créatif. Même pas en papier, puisque le papier coûte encore plus cher. Il faut être créatif quand on peut être créatif. Il faut être créatif quand on peut être créatif.
négatif, mais soit on décide de tout abandonner et de mourir, soit on décide de quand même rester joyeux et positif, et on essaye de faire avec. Et sur l'assiette de boulot, je pense que ça fait quand même bien longtemps qu'on n'en trouve plus à 7 € dans les restaurants. Alors peut-être en bord de mer ou chez le poissonnier, pas dans les restaurants. Et je pense que l'assiette de bulot, c'est déjà une entrée de luxe pour bien nombre de nos concitoyens. Oui, mais chez le poissonnier, c'était pas très cher le bulot. Là, le bulot, ça restait accessible pour certains. L'énorme luxe, malheureusement, c'est l'oursin. Ah oui, mais ça a toujours été. Mais là, on est dans une. Oui, là, on est dans le rêve. Là. On est dans le rêve. Bon. Merci à tous les 4. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, et oui, déjà la grande gagnante de la Star Academy nouvelle version sera avec nous, Anisha, dans un instant. À tout de suite.